good questions. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez ensuite débuter. Donc, je suis Guy Goulet, je suis président et chef de la direction de Genius Properties. Je suis un ingénieur géologue gradué de l'École polytechnique de Montréal en 1986. Je travaille dans le secteur minier toute ma vie avec des compagnies listées surtout à la Bourse de Toronto. Bonjour, moi Victoria Smagnoto, je suis directrice rayonnement et internationalisation chez Ecotech Québec, qui est la greffe des technologies propres du Québec. My name is John Booth. I was originally a biologist, then lawyer, then investment banker for 25 years. Now a fund manager on the board of Genius. En 2013, j'ai eu la chance de faire un voyage humanitaire au Pérou. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu réaliser que parfois, dans les pays en voie de développement, eh bien, la santé pouvait être compromise. Et ce, autant pour des enfants que pour des adultes, c'était quelque chose qui était parfois mis de côté ou qui n'était pas aussi priorisé qu'ici. Alors aujourd'hui, avec mes collègues, Chloé, Marie-Pierre ainsi que moi-même, Antoine, nous allons vous proposer une solution qui, nous croyons, va pouvoir aider énormément la situation qui se passe actuellement au Pérou avec votre entreprise. Donc, on va débuter avec une analyse de ce que vous faites déjà dans votre entreprise. On sait que vous avez déjà pris certains engagements au niveau du développement durable et de la responsabilité sociale. Donc, vous avez commencé au niveau de l'assainissement environnemental, justement de la RSE, mais aussi au niveau de l'impact positif sur l'économie locale. C'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas négliger parce que c'est vraiment le cœur de vos activités vraiment au Pérou. Donc, au niveau externe, on sait que le marché peut être vraiment très sensible aux variations, aux fluctuations de prix. Également, il y a de mauvaise prestation de l'industrie par le passé. On sait qu'il y a eu plusieurs désastres, si on veut, liés à l'exploitation minière dans plusieurs pays dans le monde. Donc, c'est une industrie qui n'a pas une très bonne réputation en ce moment. Également, la population locale est peu informée vraiment des techniques, comment on fait l'exploitation minière. Donc, c'est notre enjeu à ce niveau-là. Au niveau des enjeux principaux qu'on a pu relever, que vous avez fournis, donc c'était la santé de la population locale, c'est vraiment l'enjeu prioritaire. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de contamination au plomb, surtout chez les enfants. Donc, c'est un enjeu vraiment qu'on veut faire ressortir dans notre proposition aujourd'hui. Le niveau d'éducation est majoritairement bas dans les populations de cette ville-là. La main-d'œuvre, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour l'exploitation que vous voulez faire. L'environnement, c'est vraiment un enjeu central aussi. On sait que l'exploitation peut avoir des impacts assez grands sur l'environnement. Également, il y a des mécanismes de contrôle des plaintes que vous souhaitez mettre en place. Donc, le mandat que vous avez confié aujourd'hui, c'est de démontrer la viabilité du projet de traitement des résidus miniers, tout en proposant un plan de développement social, économique et environnemental. Donc, ce qu'on vise aujourd'hui, on a ressorti 3 objectifs pour vous présenter. Donc, premièrement, c'est de convaincre vos actionnaires de la stabilité du projet qu'on va vous présenter. Obtenir le support des différents ministères, aussi des communautés locales pour faciliter vos opérations. Finalement, on va vous présenter un plan viable et responsable pour votre entreprise aujourd'hui. Donc, on a commencé par établir 3 options à vous proposer aujourd'hui. Donc, la première, on l'a appelée « Ici plus fort ». Donc, qu'est-ce que c'est ici plus fort? Mais on ne parle pas de relocalisation parce que c'est quelque chose que vous aviez parlé dans les informations dont vous avez données.
c'est pas la relocalisation, c'est vraiment d'améliorer la ville, la situation où elle est. Donc, on parle peut-être de donner des bourses dans les universités. Vous avez parlé qu'il y a un département d'ingénierie, d'encourager peut-être des stages dans votre entreprise au Pérou. Offrir des programmes d'apprentissage dans votre entreprise, peut-être des déplacements en différents pays et décontaminer le site sur place. La deuxième option qu'on a pensé, on l'a appelée compenser et déplacer. Donc là, c'est une option qui implique plus de coûts, c'est certain. On parle de relocalisation parce qu'il y a des enjeux de santé qui sont assez importants. Et on parle de compensation monétaire aussi pour venir satisfaire les personnes qui ont vécu certaines contaminations. Ça donne une certaine autonomie aux personnes qui seraient dans cette option-là. La troisième option qu'on vous propose, c'est l'option Nueva Vida. C'est l'option qui vient, déplacer la population, mais pas toute la population. C'est la population qui a été touchée par le plomb. Puis on va venir vous présenter comment on va établir les personnes qui vont devoir être déplacées. Puis ça implique un plan d'action sociale, environnementale et économique aussi. Donc, si on compare un peu les avantages et les inconvénients des trois options, la première option ici plus fort, c'est une option qui est plus simple. On ne parle pas de relocalisation, qui a peut-être une faible amélioration de la qualité de vie par contre, parce que les personnes qui ont été affectées par le plomb, par exemple, on ne parle pas d'améliorer leurs conditions dans cette option-là. Ce n'est pas une option qui est durable, puis elle a une plus faible portée que les autres qu'on vous a présentées. La deuxième option, compenser et déplacer, ça donne un grand pouvoir aux habitants, ça améliore leur qualité de vie aussi, mais ce n'est pas nécessairement la plus durable, puis elle a un coût élevé aussi. Puis la troisième option, Nueva Vida, c'est l'option qu'on considère la plus durable parce qu'on va vous le présenter si on donne beaucoup d'autonomie dans cette option en encourageant l'entrepreneuriat, vous le verrez plus tard, qui est à l'image de la population parce qu'ils seront consultés. Qu'il y a des coûts élevés qui est complexe, c'est sûr, mais vous verrez pourquoi on l'a choisi. Donc, c'est l'option, la troisième Nueva Vida qu'on a choisie et qu'on vous présente à l'instant. Donc, Nueva Vida, c'est en espagnol pour y aller avec nouvelle vie. Donc, on sait que ces gens-là ont eu un passé difficile avec plusieurs changements de mines ainsi que d'exploitation qui sont passés. Puis, ils se sont sentis laissés tomber un petit peu. Ils ont eu l'impression que les gens ont seulement utilisé les ressources puis sont partis en les laissant de côté. Donc, on veut vraiment faire tourner la page pour arriver dans une nouvelle ère. Donc, c'est la nouvelle ère Nueva Vida. La Nueva Vida va venir toucher 3 points assez importants. Le point économique, social et environnemental. Au niveau économique, donc nécessairement, il va y avoir la continuité du traitement des résidus, comme vous aviez anticipé, de ceux qui sont déjà extraits. Donc, c'est vraiment aller chercher les métaux lourds dans ces monticules qui sont déjà extraits. Il va y avoir aussi la création d'emplois, bien évidemment. On parlait d'environ plus ou moins 2500 emplois qui sont directement liés avec l'aspect d'exploitation minière. L'aspect social, bien évidemment, éducation. On veut aller éduquer la société. Donc, en fait, la société, on parle du village ici, on parle d'environ 66 800 citoyens qui habitent dans cette ville. C'est un montant assez important. Donc, c'est pourquoi on ne veut pas négliger, on veut que tout le monde ait accès à l'information. On croit que la transparence ici est quelque chose de clé. Donc, la façon dont ça va fonctionner, il y a déjà un périmètre qui est établi dans la ville où il y a 40% des gens qui sont dans un état critique, qui sont gravement touchés par les effets néfastes de la mine. Donc, c'est ce 40%-là de la population qu'on va venir déplacer à l'autre extrémité de la ville. Donc, la partie de la ville qui est moins touchée, qui est déjà plus viable. Donc, ça va être un peu comme une gestion de crise, puisque ces personnes-là sont vraiment touchées, et ça de façon assez importante. Donc, tout d'abord, on commence par aller chercher ces personnes-là, puis on va les déplacer à l'autre extrémité pour avoir les effets beaucoup moins importants. Par la suite, environnementalement parlant, il va y avoir de la décontamination qui va être faite. On va voir avec plusieurs techniques, plusieurs styles qui vont pouvoir être utilisés. Il y a aussi l'enjeu de l'érosion qui va devoir être, auquel on va devoir faire face. Puis, il y a aussi une vigile, donc on veut vraiment que la population soit au courant. Donc, si jamais on constate qu'il y a eu une brèche, qu'il y a des produits chimiques qui ont été déversés par erreur dans soit un cours d'eau ou certains sols, on veut que la population soit mise au courant le plus rapidement possible. Puisque, comme je disais, dans notre solution, la clé, c'est la transparence, puisque c'est ce qui n'a pas été fait par les compagnies qui sont passées avant vous. Donc, on veut que les gens soient au courant, on veut que les gens soient informés. Donc, c'est vraiment autour de ça que notre solution Nueva Vida tourne.
Dans l'aspect économique, donc tout d'abord, le plus gros va sortir de l'extraction des minéraux des piles, comme on parlait un petit peu plus tôt, du stockpile. Eh bien, ici, on parlait d'environ 566 millions, qui est un montant assez considérable. Puis on parlait pour les 15 premières années, mais qu'il pouvait y avoir un renouvellement peut-être par la suite. Donc, on va commencer tout d'abord avec ça ici. La vente, bien évidemment, c'est ce qui va rapporter le plus à l'entreprise, mais il va aussi y avoir la création d'emplois directs et indirects. Comme vous aviez mentionné, autour de 2500 pour l'exploitation de la mine. Puis, dans les emplois indirects, eh bien, lorsqu'on va faire la relocalisation de la ville, eh bien, évidemment, on va devoir s'assurer que la ville soit viable. Donc, on va essayer de travailler avec la communauté. On va vraiment rencontrer les gens pour vérifier ce qu'ils ont besoin, puis leur donner les ressources, autant monétaires, mais aussi surtout en termes d'éducation pour que ces ressources-là soient viables, même si après 15, 30 ou 50 ans, lorsque vous aurez terminé votre exploitation, la ville soit toujours durable et fonctionnelle. Donc, on ne veut pas on connaît le fameux principe des villes fantômes, où lorsqu'une ville, lorsque l'entreprise s'en va, par la suite tout meurt. On veut vraiment que si jamais l'exploitation est terminée, ou lorsque ça va arriver, en fait, la ville soit autonome. Donc, vous avez donné les ressources, puis par la suite, la ville s'autosuffit. Donc, c'est pour ça ici qu'il va y avoir une stimulation de l'économie locale. Bien évidemment, l'aspect social, comme je disais, est assez important puisque c'est le côté transparence qui est beaucoup mis de l'avant. On veut de l'éducation pour les jeunes parce qu'on sait qu'ils sont très touchés. On peut y aller avec, par exemple, on pourrait avoir un emblème assez frappant pour le Pérou, un alpaga qui vient raconter aux jeunes les dangers de certains produits, puis pourquoi il ne faudrait pas aller jouer dans certains secteurs, puisque avec une approche comme celle-ci qui est plus ciblée, plus personnalisée, on peut avoir un impact plus important. Et de là, justement, l'impact sur l'ensemble de la société avec des messages ciblés pour les multiples secteurs va avoir un impact plus important. Le milieu de travail aussi, on va vraiment aller chercher de la formation, on veut réduire au minimum les blessures et ainsi de suite. Au niveau environnemental, ce qu'on souhaite proposer, c'est d'utiliser des plantes, autant pour décontaminer les sols que pour éviter l'érosion, en fait, pour diminuer le phénomène d'érosion qui a lieu actuellement. Donc, on sait que certaines plantes ne pousseront pas, bien entendu, au Pérou, dû à l'altitude. On suggère donc de choisir des plantes qui vont pouvoir s'intégrer à l'environnement, au climat, mais aussi qui vont pouvoir aider à absorber les contaminants qui sont présents dans le sol. Également, on souhaite analyser, identifier les secteurs, les zones qui sont plus dangereuses. Donc, comme mon collègue vous disait précédemment, oui, on veut relocaliser la ville, mais on ne veut pas que ce soit dans un endroit qui est aussi contaminé. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est en premier lieu d'analyser les sols et aller choisir un endroit qui est moins contaminé ou idéalement pas du tout contaminé. Ensuite, la vigie de la contamination, ce que ça implique, dans le fond, c'est vraiment, suite à l'analyse, on va aller dire, OK, tel territoire est contaminé, allez-y là, on peut mettre en place un système d'alarme avec des sirènes, ça peut être dans les écoles, etc. Amélioration du traitement de l'eau, on sait qu'en ce moment, ça a déjà eu lieu dans cette ville-là. On ne sait pas ce qu'il y en est pour l'instant, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'accès à l'eau. Donc, c'est une autre option qui pourrait être mise en place. Relocalisation des animaux. Les animaux, bien sûr, sont eux aussi contaminés par tous les déchets produits par la mine, donc eux aussi devraient être relocalisés. Et dernièrement, l'amélioration continue des pratiques d'extraction. Donc, les pratiques d'extraction peuvent être vraiment néfastes pour l'environnement, mais il y a certaines façons de les améliorer. On peut voir qu'il y a certaines mines en Amérique du Sud qui vont réutiliser toute l'eau qu'ils utilisent. Donc, si c'est possible dans votre cas, on vous suggère vraiment d'améliorer le plus possible vos pratiques à ce niveau-là. Vous nous avez aussi parlé de contrôle des plaintes, parce qu'il y a des risques de recevoir des plaintes, en étant dans cette industrie-là. Ce qu'on vous propose, par contre, c'est de faire en amont une gestion de crise. Donc, comme plusieurs entreprises minières, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà, mais on met l'accent là-dessus. Ce serait d'évaluer premièrement tous les risques possibles, autant environnementaux que sociaux, qui peuvent arriver en raison de vos activités. Deuxièmement, de vous créer un comité de gestion de crise et d'établir les rôles des différents acteurs dans ce comité-là. Ça peut être des gens de la direction dans ce comité. Et établir le porte-parole, dépendamment de la situation qui va arriver, un porte-parole qui va être crédible aussi, qui va avoir le droit de parler, de dire des choses ou non au public. Puis aussi, on vous a parlé de la vigilance environnementale et sociale, mais on l'inclut aussi dans ce point-là de gestion de crise. Et pour le contrôle des plaintes, on vous propose des lignes ouvertes où la communauté pourra avoir accès à vous. Ça pourra être à évaluer est-ce que c'est mieux pour vous par téléphone ou ce serait mieux par Internet.
ça sera à voir pour vous. Et ça fera en sorte d'augmenter la confiance des différentes parties prenantes et de la communauté dans laquelle vous œuvrez. On vous présente ce plan de responsabilité sociale d'entreprise, bien sûr, mais quoi de mieux que de consulter les parties prenantes et les gens autour de vous pour faire en sorte que ce projet soit une vraie réussite. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de rencontrer la communauté. Vous avez déjà un comité, de ce qu'on a pu comprendre, un comité de relations avec la communauté. Par contre, on vous propose d'inclure différents autres acteurs, comme des gens du gouvernement ou ça pourrait être même quelqu'un des médias, mais de faire des rencontres qui sont publiques, qui sont annoncées, qui ont des périodes de questions aussi, que les gens pourront parler de leur inquiétude, de leur questionnement, puis de vraiment être transparent avec eux pour qu'ils se sentent en confiance. Donc, on recueille leurs commentaires. Puis, dans cette rencontre-là, on crée aussi un comité officiel avec lequel vous serez en contact dans toutes les années de vos activités là-bas pour vraiment comprendre les besoins des gens sur le terrain. Donc, vous allez les rencontrer vous allez les rencontrer souvent au début de vos activités pour vraiment comprendre, cerner leurs besoins. Et puis après ça, on vous suggère peut-être de les rencontrer au 6 mois, dépendamment des besoins. Et justement, de réunir ces parties prenantes-là au fil des ans. Donc, vous avez aussi demandé de vraiment vous repositionner en tant qu'entreprise minière de façon à vous différencier des autres entreprises de votre secteur. Donc, ce qu'on vous suggère comme innovation de positionnement, ça serait Genius avec respect. Pourquoi? C'est pour que vous vous positionnez en tant qu'entreprise minière, oui, mais qui agit en respectant autant l'environnement que les sociétés dans lesquelles elle s'installe, tout en stimulant bien évidemment l'économie locale. Donc, comment ce plan s'établit au fil des ans? Donc, pendant la première année 2018, rencontre avec les parties prenantes, vous établissez le plan avec eux, confirmez les besoins. Est-ce que le plan satisfait leurs besoins? On vous conseille aussi peut-être de contacter les organismes tels Médecins sans frontières ou Ingénieurs sans frontières qui pourraient vous aider dans vos activités. Et créer vos codes d'entreprise pour améliorer les conditions de travail. Tout ça pendant la première année. Pendant 2019, l'analyse des sols, la relocalisation pourra être mise en œuvre par la suite. La construction des infrastructures nécessaires aussi qui sera due à la relocalisation. Et l'installation des plantes, comme ma collègue Marie-Pierre vous a parlé, et la mise en place d'une vigile qui sera en 2020. Bien sûr, il y a des facteurs de risque qu'il faut prendre en compte dans l'établissement de ce programme-là. En premier lieu, il est possible que les parties prenantes ne refusent d'être mobilisées dans ce projet-là. Bien sûr, il y a aussi un refus de coopération de la part du gouvernement et également l'acceptation de la part de la population. On croit que ces facteurs de risque-là peuvent être atténués en premier lieu par une vraiment bonne communication, de la transparence, également par le fait d'écouter, de partager, de faire des ententes à long terme. On parle ici surtout pour le gouvernement. Donc, c'est vraiment des facteurs de risque qu'il faut prendre en compte, mais où on suggère aussi des méthodes d'atténuation. Donc, bien évidemment, il y a des facteurs clés de réussite qui vont vous aider à amener ce projet-là à bon terme. Tout d'abord, comme on a dit, la transparence, c'est ce qui va vous aider à vous différencier des compagnies qui sont passées par avant, mais aussi dans l'industrie, puisque c'est parfois quelque chose qui peut être un petit peu flou, pardonnez-moi. L'ouverture au changement aussi est assez importante, autant dans votre industrie, mais aussi dans la ville qui va vous recevoir. Donc, ça va vraiment être de favoriser cela. La bonne communication, vous avez pu voir, c'est quelque chose qui revient à multiples reprises. C'est aussi un facteur clé. C'est en lien avec la transparence ainsi que l'implication de la communauté pour vraiment que cela dure à travers le temps. Donc, on vous présente rapidement quelques indicateurs de performance qui pourraient être utilisés pour mesurer le succès de ce plan. Donc, par exemple, l'augmentation de la valeur de votre action. Je ne veux pas ça avoir un impact sur l'image de votre entreprise. La diminution du taux de contamination des gens dans leur sang, ou ça pourrait être même la contamination des sols, et la diminution de la pollution de l'air. Dès maintenant, on vous propose d'entrer en contact avec les différentes parties prenantes pour organiser la rencontre, contacter Médecins sans frontières, Ingénieurs sans frontières et organiser la rencontre dès aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il y a des coûts qui sont associés à cela. On peut voir ici, dans le fond, on a calculé que pour faire l'exploitation de cette mine-là, il y avait certaines normes justement environnementales et ainsi de suite à respecter. Donc ce plan-là, on croit qu'il le respecte non seulement, mais aussi les dépasse.
pour aller chercher le 556 millions de dollars, il va y avoir un investissement d'environ 1% de ce montant-là. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 5 millions en infrastructure pour, là ici, c'est les écoles, les cliniques dans la nouvelle section de la ville. Il y a la formation des employés, autant dans la ville que dans votre institution. La relocalisation, pardonnez-moi, on calcule ici environ 3 000 $ par personne pour les habitations, puisque les gens vont souvent cohabiter dans ces pays. Il y a une subvention gouvernementale aussi qu'on va pouvoir donner, donc pour favoriser l'entrepreneuriat au sein de la population et ainsi favoriser le développement économique. Donc, vous allez pouvoir offrir des subventions à certains projets qui vont aider la population, les plantes aussi qui sont nécessaires, comme mentionné un petit peu plus tôt, ainsi que l'analyse pour un total de 15,6 millions de dollars. Tout cela, eh bien, on parlait du 1% de la valeur nette de votre projet, mais on pense aussi que vous êtes capable d'aller chercher un 10 millions en subvention gouvernementale. Vous êtes reconnu comme étant de bons négociateurs pour aller chercher de l'argent. Eh bien, le gouvernement avait promis un 20 millions à la société et il n'a jamais été donné. On croit donc qu'avec vos talents de négociateur, ce 20 millions pourrait aller être cherché. On a mis 10 millions en étant toujours un petit peu conservateur. Si ce projet est refusé par le gouvernement, on parle de 3% de la valeur nette du projet qui serait utile pour l'implantation du projet. Donc, il y a aussi le bénéfice qu'on n'avait pas l'information pour quantifier pour vous, mais que vous pourrez faire par vous-même. Donc, on parle d'augmentation de la valeur de l'action, de faciliter l'adoption de vos contrats dû à vos nouvelles pratiques, à votre nouvelle image, mais également de réduire la volatilité de la valeur de votre action. Il y a des études qui ont démontré que l'adoption de pratiques responsables, ça réduisait la volatilité de votre valeur de l'action de 10 %. Donc, si on revient sur le mandat, on peut faire un petit récapitulatif. On vient sur le mandat qui était de rencontrer les parties prenantes. Et tout cela, eh bien, va avoir un impact assez important, en espérant que les prochaines personnes qui visitent le Pérou vont pouvoir aller visiter votre mine comme étant un attrait touristique et une fierté nationale, en espérant que tout cela devienne sécuritaire pour tous. Merci. Merci beaucoup. Vous avez une bonne partie de votre présentation sur l'accès à l'éducation ou à la sensibilisation des jeunes et des adultes. Comment vous allez attirer ou rejoindre ces personnes-là? Est-ce que vous avez déjà quelques idées de... Eh bien, évidemment, dans les écoles, dans les marchés, dans les épiceries, on va vouloir l'afficher avec soit des affiches, avec des pamphlets. Mais une des choses qui m'avait marqué, moi, quand j'étais allé au Pérou, c'est que les gens n'avaient peut-être pas de grosses maisons, mais ils avaient tous des cellulaires. Donc, parfois, l'accès, ça peut être à coup de téléphone, d'appel, ça peut être des appels préenregistrés pour rejoindre ces gens-là. Mais sinon, ça va être une question de visibilité, surtout dans les lieux publics. Bon, moi, je trouve ça très intéressant. Là, tu prends 40% de la population et tu les déplaces. Une ville de 70 000 habitants. Donc là, on a un stockpile. OK? Il y a 43 millions de tonnes subéconomiques. OK? Le stockpile, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Donc, il sortait 20 000 tonnes par jour, puis il processait les 13 000 meilleures tonnes. Donc, les 7 000 autres tonnes s'en allaient dans... Donc, le cut-off grade, la teneur de coupure, elle est telle que, économiquement, il va falloir serrer nos coups un peu. Là, tu prends 25 000 personnes, 26 000 personnes, tu les déplaces. Tu les évalues à 8 millions de dollars. Le chiffre, il est pas bas. En fait, ça, le 8 millions était pour les infrastructures telles que les maisons. On avait d'autres coûts qui pouvaient s'ajouter. Si jamais, c'est sûr que c'est un montant qui est assez complexe, mais on parle que c'est 8 millions qui est en dollars américains, puis avec le taux de change pesos, aussi on croyait que c'était quelque chose qui pouvait être fait avec des transports et des choses qui étaient plus terre à terre, parce que c'est des gens qui ne demandent pas des transports luxueux ou des modifications luxueuses, donc on reste dans quelque chose qui est assez modeste. On essayait de...
OK, parce que la mine a fermé à l'époque en 2013. Parce que ça, c'est la première ville du Pérou, hein, Cerro de Pasco. Christophe Colomb est passé, les gens sont montés là, ils ont vu cet accident géologique naturel, une masse de plomb, zinc, argent. C'est devenu une ville historique. Il faut qu'on tenir ça en compte aussi. Le 40 tu penses que ce ne sera pas difficile de déplacer ces gens-là? Ou, Bien, c'est sûr qu'on peut commencer avec 40 de la population. Nous, on visait principalement, dû au coût évidemment élevé du projet, les gens qui étaient le plus affectés. Vous avez dit que les 40 étaient vraiment le plus affectés par des problèmes de santé et également problèmes cognitifs. Donc, on va commencer par ces gens-là. Si par la suite, on voit que ça fonctionne bien, qu'il y a plusieurs emplois qui se créent, que l'économie roule bien et que vous en avez les moyens, bien évidemment, à ce moment-là, si on juge nécessaire et qu'on croit que les sols sont trop contaminés, on va pouvoir déplacer aussi ces gens-là si nécessaire. Puis, si je peux rajouter avec ma collègue, dans le cas aussi, il était stipulé qu'il y avait 90% de la population qui était prêt à déménager s'il y avait un emploi qui était au bout de la ligne ou s'il y avait un futur économique intéressant. Donc, c'est pourquoi il y avait une bonne partie aussi qui était de relancer l'économie dans le nouveau secteur de la ville pour vraiment venir relancer l'esprit au complet de la ville. Merci. Et cette relocalisation, on l'a fait tout seul, nous, Genius, ou on a des partenaires qui peuvent nous aider? Comment vous voyez ça? Il y a plusieurs parties prenantes. En fait, vous avez spécifié certaines ONG aussi qui voulaient s'impliquer, le gouvernement, certains ministères. Il y a aussi les populations quechua qui sont dans cette région-là. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment d'intégrer le plus de gens possible pour que tout le monde coopère à ce projet-là, en vue d'assurer vraiment sa réussite. C'est sûr que plus le monde met la main à la porte, plus vite ça va aller, puis moins on va avoir. Je me suis mal exprimée, pardon. Le projet en tant que tel de justement organiser ces réunions-là, d'opérer cette relocalisation-là, c'est des gens de l'équipe de Genius qui vont le faire? Bien, on pense que si vous avez des personnes qui sont qualifiées pour le faire, qui sont aptes à le faire, qui ont le temps aussi, si vous avez les ressources pour le faire, bien sûr, oui, on vous conseille de vous aussi vous intégrer dans ce processus-là. Mais c'est sûr que c'est un travail qui doit être collectif, donc pas juste vos employeurs. C'est correct si je te demande en anglais? Oui. Bon, your timeline and your budget seem to indicate that we're going to be spending a lot of money in the second year. Whereas most of the economic benefit is going to accrue over time as the processing occurs. So what are your thoughts in terms of how that mismatch in timing and funding is dealt with? Donc, bien évidemment, il va y avoir un amortissement qui va devoir être fait pour répartir les coûts. C'est sûr qu'en fait, il va y avoir des emprunts qui vont pouvoir être faits, puis qui vont pouvoir être remboursés par la suite. On va vraiment essayer si on réussit à aller chercher la subvention gouvernementale, déjà là, on va avoir un accès à une bonne quantité des fonds nécessaires assez rapidement. Donc, on pense que ça va pouvoir aider à faciliter l'implantation assez rapide. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un amortissement qui va s'échelonner sur plusieurs années avant vraiment de venir rembourser la totalité. La période des questions.